Bienvenue dans ce club Le Figaro Culture un peu particulier puisque nous avons quitté le studio Jean d'Ormesson où nous enregistrons l'émission d'habitude pour rejoindre la nef du Grand Palais où nous célébrons pendant 3 jours le bicentenaire du Figaro. Et le Figaro, il va en être beaucoup question dans ce club culture et plus précisément de son rapport privilégié avec les écrivains, puisque dès 1826, dès sa naissance, le Figaro a accueilli les plus belles plumes de son époque et ça continue aujourd'hui. Pour en parler avec moi, Eugénie Bastier et Vincent Trémollet de Villers du Figaro, et 2 écrivains de leur époque, 2 grands écrivains de notre temps, dont vous pouvez lire fréquemment les chroniques, les reportages, les analyses, les humeurs, Alain Finkielkraut et Sylvain Tesson. Le club Le Figaro Culture au Grand Palais, c'est tout de suite. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef des pages Champs Libres du Figaro. Tous les jours, une enquête, un reportage, une analyse, une interview pour décrypter le monde comme il va, comme il ne va pas aussi. Vous êtes aussi essayiste. Je crois que vous travaillez en ce moment sur un essai avec Régis Debray qui paraîtra très bientôt. Vincent Trémollet de Villers, vous êtes directeur délégué du Figaro, éditorialiste au Figaro et aussi sur Europe 1. On a pu vous entendre d'ailleurs ce matin des Potrons Mines qui me laisse penser que vous avez passé la nuit ici puisqu'on vous a vu aussi hier soir à plus de minuit dans cet endroit. Donc on vous a peut-être installé un lit picot, que sais-je. Alain Finkielkraut, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe, membre de l'Académie française depuis 11 ans. Vous êtes évidemment l'animateur et le producteur d'une des plus anciennes émissions du paysage radiophonique français, Réplique. 40 ans, plus de 40 ans cette année. C'est un exploit. Ce n'est pas loin d'être la meilleure émission de tout le service public. Et puis vous êtes essayiste, vous avez publié une trentaine de livres, dont le prochain, bien c'est une avant-première, sort dans quelques jours. Il n'est pas encore sorti. Le cœur lourd aux éditions Gallimard, qui est le fruit de conversations pendant plus d'1 an avec Vincent Trémollet de Villers, qui constitue un autoportrait à la fois intellectuel et intime. Je crois que vous dites, à mon sens, des choses que vous n'avez jamais dites jusqu'à maintenant dans ce livre très important. Sylvain Tesson, qui ne vous connaît pas, on vous lit régulièrement dans le Figaro Magazine, dans le Figaro. Et aussi, en ce moment, on peut à la fois grimper les piliers de la mer avec ce livre qui vient de dépasser les 100 000 exemplaires, publié chez Albin Michel. On peut marcher sur les chemins noirs, puisqu'on vient de rééditer les chemins noirs avec les formidables dessins de Françoise Cuitaine. Et puis, on peut aussi vagabonder avec dans la poche votre petit traité sur l'immensité du monde qui vient d'être réédité aux éditions des Équateurs. Alors, le Figaro, avant de parler du Figaro où vous écrivez fréquemment tous les deux, je voudrais vous poser une question à tous les deux et même à tous les 4. C'est votre premier rapport en tant que lecteur du Figaro. Et je vais commencer par vous, Alain Finkielkraut, parce que vous aviez 19 ans en mai 68, une jeunesse un peu agitée, un peu très à gauche. On imagine que ce n'est pas exactement votre journal de chevet, d'autant que dans votre livre, vous rappelez que cette époque-là, c'était François, pour ne pas dire autre chose, que votre père apportait à la maison. Donc, le Figaro comme lecteur, j'imagine, c'était la presse un peu bourgeoise pour laquelle vous aviez une certaine méfiance, voire une certaine hostilité. Oui, en effet. C'est-à-dire quand j'étais enfant, mon père ramenait du travail, il avait une petite maroquinerie, François. Et donc je lisais François, et puis, un peu plus tard, il a ramené Le Monde. Et puis j'ai grandi. Je ne suis pas devenu adulte, je suis devenu jeune. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, jeune, j'étais pauvre en expérience, riche en aspirations et tenté par le schéma de l'unique alternative, comme disait Leszek Kolakowski. C'est-à-dire, il y a d'un côté les exploiteurs, de l'autre côté les exploités. Je ne comprenais pas, sincèrement, qu'on pût être de droite, puisque vraiment, c'était le parti des possédants. Donc, j'ai été très spontanément de gauche, et même, je voulais pouvoir être à la gauche, même de la gauche, pour faire la leçon à tout le monde, pour être, dans mon jeune âge, le surmoi des autres. Vous étiez proche des milieux maoïstes, pour le dire. Oui, pas très longtemps, mais ensuite, j'étais
proche des milieux italiens, potere operaio, etc. C'était pas beaucoup plus glorieux et c'était vraiment l'ultra-gauche. J'ai évidemment changé, j'ai vieilli, j'ai été très marqué par la pensée d'Europe centrale, Kolakowski, que je vous citais, Czesław Miłosz, Milan Kundera, peut-être celui qui m'a le plus marqué. Et donc, je suis devenu, selon les termes justement de Kolakowski, dans un article magnifique que Commentaire a publié en France en 1978, conservateur, libéral, socialiste. Conservateur parce que je pense que l'heure n'est plus tant à changer le monde qu'à sauver ce qui peut l'être, la terre, la beauté des choses, la nuit, le silence, la langue, la culture. Libéral parce qu'une société où la liberté d'entreprendre n'existe pas, est condamnée à la stagnation, et socialiste parce qu'en effet, la redistribution ne mène pas au goulag. Donc, mais alors justement, cette nouvelle attitude m'a permis évidemment de devenir un lecteur du Figaro. Et je suis maintenant, je lis les 3 journaux du matin, non de la journée. Je lis le matin Libération, Le Figaro, le soir Le Monde. Et Le Figaro, c'est le journal qui ne m'énerve presque jamais. Je suis content de ce que je lis. Alors qu'est-ce qui vous énerve dans Le Figaro? J'ai des petits agacements. Alors je téléphone à Vincent, je dis qu'est-ce que vous avez publié dans Le Figaro Magazine? Alors il me dit mais c'est pas ma faute. Et je vais en parler à Guillaume Roquette. Mais voilà, je suis un lecteur très attentif et très heureux du Figaro. Sylvain Tesson, c'est un autre sujet parce que quand vous étiez enfant, votre père, Philippe Tesson, dirigeait le concurrent du Figaro sur l'échiquier à droite, qui était le Quotidien de Paris. On imagine que ce n'était pas forcément le Figaro que vous lisiez tous les jours. Quel était votre rapport de lecteur dans vos jeunes années avec le Figaro? Je crois qu'économiquement, c'est faire une bien grande considération du Quotidien de Paris de laisser penser qu'il ait pu être un concurrent du Figaro. Car économiquement, c'était un journal qui ressemblait davantage à un cheval de hussard qu'à un corps constitué. Mais vous avez raison, puisque Alain Finkielkraut parle de l'empreinte familiale et de l'enfance qui explique beaucoup de choses, chez moi, chez nous, le Figaro ne régnait pas. Non pas que mon père se soit senti, car il ne l'était pas, étranger intellectuellement, ni même spirituellement au Figaro, mais il y avait quelque chose de la posture esthétique qui faisait qu'il préférait faire le funambule. Et s'il préférait faire le funambule, il voulait avoir son propre cirque. C'est comme De Gaulle qui disait mon verre est petit, mais c'est mon verre. Eh bien, lui, il avait un petit cirque, Combat, le Quotidien de Paris, les nouvelles littéraires, mais c'était son cirque à lui. C'est un peu en géopolitique comme les petits pays de l'Europe centrale, quoi. Il y avait l'Autriche-Hongrie, c'était le Figaro, et la Bohème-Moravie, c'était le Quotidien de Paris, quoi. Et la Croatie, pour faire plaisir à Alain. Comment ? Et la Croatie, pour faire plaisir à Alain. Si vous voulez, on peut entamer une conversation tous les une deux autre fois, là. sur les mérites comparés de la Serbie et des autres pays. Hein. Vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Moins que vous. Non, mais pour finir avec cette petite géopolitique intérieure et morale, il n'aimait pas c'est pas qu'il n'aimait pas le Figaro, mais il considérait, si vous voulez, qu'il y avait quelque chose qui était davantage de l'ordre de la conviction instituée et académique, et son cœur, sa posture esthétique, le portait davantage vers les opinions que vers les convictions, et donc vers l'expression légère et vif argent, plutôt que vers les théories. Ça n'était pas un homme de la philosophie ni un homme de la théorie. Cela dit, encore une fois, il n'y avait aucune espèce d'hostilité. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'à la mort du Quotidien de Paris en 1994, il est revenu vers la coupole qui l'abritait,
je pense à la verrière du Grand Palais qui nous abrite aujourd'hui, eh bien la coupole qui l'abritait, ça a été le Figaro littéraire à l'époque de Jean-Marie Roire, où il a donné un certain nombre de papiers, et ça a été le Figaro Magazine, où d'ailleurs, sous votre houlette et votre inquiétude, il donnait toutes les semaines ses papiers de chronique théâtrale. Puisque vous parlez de la verrière, Sylvain Tesson, vous l'avez grimpée cette verrière dans votre vie? Oui, il y a très longtemps, il y a prescription, c'était il y a 30 ans, et je reviens pour la première fois, non seulement en dessous, mais par des voies autorisées. Pour en finir avec ce panorama comme lecteur, Alain Finkielkraut, vous disiez que vous lisiez les trois, vous lisiez tout dans le Figaro, mais il y a bien des rubriques qui vous tiennent plus à cœur que d'autres. Et je vous poserai la même question ensuite, Sylvain. Alors, quand j'ouvre les Figaro, je regarde le titre. Alors ce matin, j'ai regardé le titre, c'est la dénatalité. Et j'ai été très content parce que c'est le sujet de mon émission de la semaine prochaine. Donc j'ai gardé le numéro et je me dis, ça va m'être très utile. Je regarde souvent la rubrique des débats et les éditoriaux. Alors les éditoriaux du bas, que je trouve souvent très bien écrits, c'est ça qui me frappe. Et puis les chroniques. Donc je vais faire rougir Eugénie Bastier, mais je ne rate jamais ces chroniques parce que je trouve que c'est très intéressant, très exigeant. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Vous lisez les pages sport quand même. Oui, oui, mais je vais faire un aveu qui va me coûter. Je lis 3 grands quotidiens, mais je lis l'Équipe. Tous les jours, je lis l'Équipe. Alors, je lis les pages sport du Figaro, mais c'est quand même pas tout à fait à la hauteur. Donc, j'ai besoin de nouvelles quotidiennes du PSG, parce que comme un imbécile, bien que ce soit devenu le Qatar Football Club, je suis attaché au destin du PSG. J'étais content qu'ils perdent contre le Paris Football Club, parce que j'aime bien cette idée d'un autre club parisien. Mais voilà, donc je lis les pages sport, je ne lis pas les pages saumon, rarement. Ça, c'est pas très intelligent de ma part, mais je ne me connais pas en économie. Et je lis souvent les tribunes, j'y reviendrai peut-être. Mais je trouve que l'un des mérites du Figaro, c'est d'accueillir des écrivains. Et il y en a notamment un, j'en lirai peut-être un passage de lui tout à l'heure, qui est remarquable, qui est très discret, qui est Michel Bernard. Et Michel Bernard a écrit presque chaque année une tribune absolument magnifique, très poétique, sur les éoliennes, sur les dévastations des éoliennes. Et c'est à ça aussi que je suis très sensible, parce que beaucoup d'autres journaux nous expliquent que les éoliennes sont écologiques, alors que malheureusement, l'un des désastres contemporains, c'est la mainmise des écologies sur l'écologie, et donc l'indifférence à la beauté du monde. Et ça, c'est présent dans le Figaro. Et vous en parlez d'ailleurs dans Le Cœur lourd, qui paraît dans quelques jours. Bon, je défends quand même le service des sports du Figaro, qui est absolument remarquable et bien meilleur que celui de l'Équipe, évidemment. Je suis désolé. Je suis désolé. Si je peux me permettre, sur le service des sports du Figaro, quand j'étais petit, j'étais chez mes grands-parents dans leur propriété, dans le Gard, et il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas la télévision, et je voulais connaître le score du PSG. Et le facteur apportait à 10 heures le Figaro à mon grand-père. Dedans, il y avait un cahier jaune en plus, dans lequel il y avait tous les résultats de tous les matchs, avec un petit papier qui devait faire un feuillet et demi et qui les racontait. Et donc, on pouvait très bien suivre de façon renseignée et précise le destin des clubs. Non, parce que quand un match a lieu le soir, un match de Coupe d'Europe, vous avez un commentaire et des photos dans l'Équipe le lendemain matin. Mais le Figaro a déjà bouclé, donc il faut attendre le surlendemain. Ou lire sur le site internet maintenant. J'y connais rien. Vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux, Alain. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Sylvain, on imagine que vous lisez plus le Figaro littéraire ou les pages opinion que les pages saumon du Figaro. Non, mais les pages saumon m'ont toujours fasciné. D'abord parce qu'il y a le mot saumon. Alors, j'ai remarqué dans le livre que Étienne de Montetti aux éditions de La Martinière a consacré aux 200 ans du Figaro, qu'il y avait un chapitre consacré aux mentions du Figaro par les peintres. Et on voit
un peintre de la fin du 19e siècle qui s'appelle Michael Arnett, qui représente une écrevisse dans le Figaro. Donc nous savons qu'il y a un usage de la presse quotidienne consistant à emballer le poisson. À un moment, j'ai cru que c'était la destination des pages saumon, parce que moi non plus, je ne suis pas un grand ni spécialiste, ni un grand fidèle de l'actualité économique. Mais il y a une autre chose qui me fascine dans les pages saumon, c'est d'avoir choisi ce poisson-là. Car ce poisson, d'une certaine manière, dans l'ordre zoologique, fait la transposition de l'éclatement, doit-on dire l'éclatement, ou de la variété de la droite, telle que René Raymond, dans les années 1950, l'avait établi. Le saumon a 2 âges dans son année. Un premier âge où il est orléaniste, il va dans la mer, au gré des courants, selon son intérêt immédiat, il attrape des petits poissons. Mais il y a un autre moment dans l'année où il va se reproduire. Et là, il devient le saumon légitimiste. Il remonte le courant, il va vers la source. Il faut donc absolument, quand on ouvre les pages saumon, non pas emballer son écrevisse, mais il faut réfléchir à cet extraordinaire écartèlement de ce poisson de droite, à la fois orléaniste et légitimiste, et qui vient rassembler dans son phylum zoologique cette grande contradiction, pourrait-on dire, enfin en tout cas cet écartèlement de la droite. C'est génial ce journal parce que on a parfois ce tiraillement qui est compressé dans les cahiers du papier. Par moments, on est libéral, par moments on est dans le légitimisme, par moments on est dans le bonapartisme, selon que l'on baguenote de l'édito au page saumon au réarmement moral de la fin du journal. Eugénie, on va passer aux écrivains du Figaro, les écrivains qui écrivent dans le Figaro, comme Sylvain Tesson, Alain Finkielkraut. Justement, vous, à quel moment ou quel article en particulier de Sylvain Tesson ou d'Alain Finkielkraut dans le Figaro vous a particulièrement marqué? Parce que depuis une bonne dizaine d'années, tous les deux, Sylvain depuis 20 ans dans le Figaro Magazine, écrivent dans le Figaro. Qu'est-ce qui vous a frappé chez eux lorsqu'ils prennent leur plume pour écrire dans le Figaro? Alors moi, j'ai particulièrement été frappée et apprécié la prise de parole de Sylvain Tesson pendant le Covid dans le Figaro. Il a fait une interview avec Vincent, justement, assez frappante, où il disait qu'allons-nous faire de cette épreuve et qui était vraiment, qui disait exactement ce que nous ressentions tous à ce moment absolument lunaire de notre histoire. Quant à Alain Finkielkraut, justement, je voulais l'interroger là-dessus parce que vous avez dit, Alain, que vous étiez devenu un lecteur du Figaro, mais vous êtes aussi devenu un contributeur du Figaro. Et pour un homme de gauche, qui s'est toujours inscrit dans la gauche, qui se reconnaît dans cette famille de gauche, il peut paraître curieux d'écrire et de publier dans un journal de droite. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, puisqu'il y a eu quelqu'un comme Jacques Julliard qui a trouvé refuge dans les colonnes du Figaro. Et beaucoup de personnalités de ce que Jacques Julliard appelait justement le tiers parti intellectuel, c'est-à-dire ces gens de gauche qui ne se reconnaissent plus dans la gauche actuelle, ont trouvé refuge dans le Figaro où ils expriment leurs opinions. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Comment se fait-il que vous, un intellectuel qui vient de la gauche, publie fréquemment dans le Figaro ? Alors, c'est drôle que vous ayez fait référence au Covid, parce que c'est les seuls moments dans ma vie où j'étais en désaccord avec Sylvain Tesson. Et d'ailleurs, j'ai moi-même donné un entretien à Vincent Trémollet-de-Villers. Je trouve que la France a réagi comme il fallait, que c'était pas du tout une forme d'abus de pouvoir, d'hubris du pouvoir, que la hantise au moment du Covid, c'était de voir les hôpitaux surchargés et les médecins obligés de faire le tri et de chasser les vieux, en disant les vieux, voilà, ils ont déjà vécu, place aux jeunes. Et donc, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, ça témoignait du fait que nous sommes encore une civilisation. Bon, je ferme cette parenthèse, mais oui, ce qui est très bien dans le Figaro, c'est que des voix un peu divergentes, comme celle de Sylvain Tesson et la mienne,
puisse se faire entendre. Mais vous avez cité Jacques Julliard. Il a longtemps été pour moi un modèle politique. Et il est resté aussi quand il est venu au Figaro. Je me suis d'abord étonné. Que fait-il au Figaro? Mais il est venu au Figaro parce que de toute façon, la gauche ne s'intéressait plus à lui. Il avait quitté l'Obs pour Marianne, mais bon, Le Monde ne lui a pas demandé cela. Et parce que la gauche, disait Julliard, a trahi peu à peu tous ses grands principes. La laïcité d'abord, avec justement l'idée de l'affirmation selon laquelle l'application de la laïcité à l'islam relevait de l'islamophobie. Donc cet antiracisme a dévasté la gauche, elle a trahi l'école. Ça, c'était l'obsession de la gauche, l'école publique, l'égalité des chances. Or, l'égalitarisme a ruiné l'égalité des chances. On le voit bien avec les tentatives de Gabriel Attal de rétablir des groupes de niveau. Elles ont été déconstruites, si l'on peut dire, au sein même du gouvernement, par les ministres qui lui ont succédé. Groupe de niveau, c'est insultant. Donc on appelle ça groupe de besoin et après on arrête. On arrête parce que tous les élèves sont égaux et on ne doit pas faire la différence entre eux. C'était Benoît Hamon qui disait qu'il fallait instaurer le règne des notes bienveillantes. Donc la gauche a contribué à la destruction de l'école et moi j'ai l'impression que d'ailleurs il est trop tard maintenant. Il est trop tard parce que j'ai lu notamment dans Le Figaro que le gouvernement veut interdire l'usage des téléphones portables et c'est la communauté enseignante qui s'y oppose très majoritairement. La communauté éducative, comme on dit. L'école, ça ne veut rien dire la communauté éducative. L'école, c'est une institution où chacun a sa place. Une institution fondée sur la dissymétrie des rôles. Donc la communauté éducative ne veut pas de cette interdiction parce que ça pourrait froisser les élèves, parce que c'est inutile, parce que c'est impossible. Donc quand on voit les enseignants eux-mêmes contribuer à la destruction de l'école, on a de quoi être désespéré. Donc j'ai suivi un peu le même mouvement que Jacques Julliard. J'ai vu que la question de la laïcité, par exemple, c'était très important pour Le Figaro. La nation, la République, tous ces thèmes abandonnés par la gauche. Et puis il y a aussi les rencontres que j'ai faites. La vie, c'est des rencontres. Hein. Comme disait Éluard, je crois, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ben oui, je vous ai rencontré, j'ai rencontré Alexandre Devecchio, j'ai rencontré d'abord Vincent Trémollet de Villers, on a fait un entretien sur Camus, il y avait Michel de Gégère aussi, je me suis pris au jeu des entretiens, j'aime la manière dont les entretiens sont menés par Vincent et par vous, c'est-à-dire vous m'envoyez les questions, j'essaye d'y réfléchir, je réponds. Non. D'abord, vous refusez l'entretien. Non, je dis on verra. Peut-être que j'y arriverai pas. Et à la fin, bon. vous dites si c'est pas bien, on jette tout. Voilà. Vous dites toujours que c'est votre dernier entretien, bien sûr. Oui, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Et souvent dans les autres journaux, ils refusent cela. Ils confient, ils veulent l'improvisation, ce que je déteste, parce que c'est justement la vérité ne sort pas de l'improvisation. Elle sort de la méditation, donc de l'écriture. C'est cette si belle phrase d'Emmanuel Verze. Je n'écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir. On a toujours besoin d'écrire pour savoir ce qu'on pense, même dans les entretiens. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venu au Figaro. Ouais. Et je ne regrette pas parce qu'on m'a donné l'asile. Ouais. Et peut-être l'asile politique aussi. C'est l'expression que vous employez d'ailleurs, Vincent, dans la préface du Cœur lourd. Le Figaro est une terre lointaine mais accueillante. Oui, parce que je ne crois pas que ce soit pour des gens comme Alain Finkielkraut. La terre intellectuelle originelle d'Alain Finkielkraut, qui, quand il a démarré sa vie d'intellectuel et d'écrivain,
était plus souvent dans le Nouvel Obs et dans Le Monde que dans les pages du Figaro. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur les entretiens, parce que c'est une discipline qu'on essaie de s'imposer. Nous, on ne pratique pas la confusion des ordres. Et le journalisme politique exige la spontanéité et le fait de pouvoir prendre sur le vif l'homme politique pour évidemment le coincer et avoir de la reprise. Mais l'interview d'un intellectuel, c'est exactement le contraire. Il faut le mettre dans les conditions les plus favorables pour qu'il expose avec le plus de sérénité ce qu'il pense et ce qu'il voit pour nous aider à déchiffrer le monde. Donc c'est pour ça qu'avec Eugénie et Alexandre Devecchio, nous avons cette pratique. Est-ce que je peux poser une question aux deux écrivains en me faisant le porte-parole des journalistes? Parce que vous faites du durable et nous faisons du jetable. Et très souvent, une distinction est faite entre le style journalistique et le travail de l'écrivain qui se hisse très au-dessus de nos pauvres papiers. Comment jugez-vous, vous qui travaillez sur des livres qui demandent dans leur préparation et puis après dans leur vie du temps, l'exercice du quotidien qui est un exercice qui dure aussi longtemps qu'un café, c'est-à-dire que si on ne le boit pas très vite, il est tiède, puis froid, puis imbuvable. Sylvain? C'est d'ailleurs l'intitulé de notre conversation, le quotidien des écrivains. Or, normalement, dans une société constituée normalement, le quotidien de l'écrivain, c'est précisément de ne surtout pas répondre au quotidien et de s'en garder. Puisque l'écrivain est là pour, pendant des mois, voire des années, essayer de réfléchir à ce qu'il veut dire. Et je crois que le terrain de rencontre le plus apaisé entre la longue durée du travail de l'écrivain et la nécessité de l'expression de l'humeur chez le journaliste, c'est le reportage qu'il offre. Parce que le reportage est l'endroit où la littérature est invitée dans le journalisme et où soudain l'information appartient à un travail de description tout à fait littéraire, dite le mieux possible. Alors dans ce cas-là, on a même inventé un nouveau genre qui s'appelle le reportage littéraire, dont Albert Londres, dont Kessel, et même dont des écrivains comme André Malraux ont été ensuite de grands turiféraires. Le reportage littéraire me semble la possibilité de résoudre cette équation entre les deux temporalités. Et je voudrais ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a littérairement un autre genre qui permet ce mariage apparemment contre nature et contre organique entre l'interventionnisme immédiat et rapide du journaliste et la longue maturation intellectuelle, pour dire les choses de manière un peu solennelle, de l'écrivain. C'est la forme très courte. Alors, ce n'est pas une invention des journalistes, parce qu'il y a eu les moralistes du XVIIe siècle qui ont inventé la pensée par aphorisme. Mais c'est quand même un genre journalistique qui se retrouve un peu d'ailleurs dans la forme des éditos du Figaro, qui répond à un format très court, un format de moraliste, plus que de long analyste, un format court. Et il y a eu, à un moment, une petite fenêtre qui s'est ouverte dans les années 60 à la une du Figaro, qui était une lucarne, devrait-on dire, qui était tenue par André Frossard. Et le titre, c'était « Cavalier seul ». Et moi, j'aimais cette rubrique. Je trouve qu'elle se perd un peu, c'est-à-dire la capacité de la concentration en quelques mots d'une pensée difficile et de sa compression, de sa précipitation au sens chimique du terme, en quelques pensées aphoristiques. C'était merveilleux parce que d'abord, ça nous renvoie à La Rochefoucauld, Chamfort et Vauvenargues, et c'était de la pensée étincelante. Et deuxièmement, cette chronique très courte portait un intitulé magnifique qui est très cher évidemment à mon cœur et à ma propre esthétique, puisqu'André Frossard avait intitulé sa chronique « Cavalier seul ». Cavalier seul, ça s'appelle la tangente, l'issue de secours, c'est une esthétique, c'est de la solitude du penseur conservateur peut-être. Souvenez-vous que de l'autre côté, s'il faut vraiment établir des lignes,
ce qui n'est pas sûr, mais enfin de l'autre côté, il y avait un autre journal du soir où la chronique courte s'appelait Le point de vue de Sirius. C'était Beuve-Méry. Eh bien, c'est pas tout à fait pareil. Si vous voulez, un cavalier qui sort par la porte de l'Ouest, qui n'est plus gardé tout seul avec C'est beau comme du raspail. c'est beau comme du raspail, avec son carquois et ses flèches, c'est pas tout à fait pareil que Sirius qui vous regarde du plafond en vous expliquant quoi faire. Moi, je suis davantage du côté de l'Apache dans la steppe que de la caméra de vidéosurveillance accrochée au plafond. Salut Sirius. Alain Finkielkraut, penser le quotidien quand on est philosophe, c'est un exercice délicat. Ben oui, je crois que l'opposition de l'éphémère et du durable n'épuise pas le problème. Nous avons besoin du journalisme pour résister à l'idéologie. L'idéologie, comme le dit Hannah Arendt, c'est la logique d'une idée. C'est l'idée que précisément c'est la volonté d'enfermer le réel, voilà, dans une vision, dans un grand récit. Et le journalisme rapporte les vérités factuelles qui nous permettent justement d'échapper à l'esprit de système. Et là, je vais citer un homme qui s'est vécu lui-même comme journaliste, qui n'a pas écrit dans le Figaro, donc c'est une digression coupable. Mais c'est Charles Péguy. Charles Péguy disait de lui-même qu'il était journaliste par quinzaine. Et s'il n'a pas écrit dans le Figaro, c'est qu'il est très occupé par les cahiers de la quinzaine, justement. Et Péguy disait, il ne faut rien se proposer, il ne faut pas faire de plan, il faut suivre des indications. Tout est immense, savoir accepter. Il voyait que le réel était immaîtrisable, qu'il excédait toujours le système dans lequel on voulait l'enfermer. Et donc, il suivait le réel pas à pas. Et c'est cela qui a fait de lui, d'une certaine manière, un philosophe. Parce que la question de la philosophie n'est plus qu'est-ce que, et depuis l'effondrement des philosophies de l'histoire, à mes yeux, la question de la philosophie, c'est qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est la question du journalisme aussi. Et il y a certains journaux qui se laissent enfermer eux-mêmes dans l'esprit de système, c'est-à-dire qui ont un grand récit et qui écartent les faits pouvant contredire ce grand récit. C'est pour ça que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a les fake news, c'est un problème énorme, mais il y a aussi le no-news. Ces nouvelles qu'on écarte parce qu'elles n'entrent pas dans le cadre. Je peux donner un exemple. L'idéologie, c'était la lutte de classe, c'était l'opposition du capitalisme et du communisme, moyennant quoi il n'y avait pas de camp en Union soviétique. C'est devenu l'opposition des dominants et des dominés, moyennant quoi il n'y a pas de racisme anti-blanc, parce qu'un dominant ne peut jamais être une victime. C'est cette rationalité-là qu'un véritable journalisme nous permet de comprendre. Donc vraiment, heureusement, nous avons besoin sans cesse qu'on nous rapporte les vérités factuelles. Oui, je voulais vous poser une question. Péguy disait aussi Homer est nouveau ce matin et rien n'est plus vieux que le journal d'aujourd'hui. En disant voilà, qu'il y avait une forme d'intemporalité de la littérature et peut-être de caractère éphémère du journalisme. Mais en voyant justement dans le Figaro Magazine tous les reportages, vous avez publié une série de reportages publiés dans le Figaro depuis 200 ans, et on voit un reportage de Proust, et ça se termine je crois par un reportage de Sylvain Tesson. Eh bien, je suis désolée de le dire, mais ces textes durent, ces textes ont duré, et je trouve que le niveau... on n'a pas à rougir aujourd'hui de ce qu'on publie dans le Figaro par rapport à l'époque du XIXe siècle et même de Proust. Je trouve que Sylvain Tesson est au niveau de Proust dans ses reportages, et je le dis vraiment au niveau de la langue, de la beauté de la langue, de la description. Et vous m'avez demandé un texte qui m'a frappé d'Alain Finkielkraut. On a publié un magnifique texte d'Alain Finkielkraut où il faisait une litanie de ce qui était mieux avant, qui était absolument bouleversant et poétique, et qui, je pense, sera un texte qui restera. Et donc je voulais vous demander...
le rapport à l'écrit, parce que le Figaro est un journal de presse écrite qui, depuis 200 ans, même s'il a évolué, qui fait de la vidéo, de la télévision, des réseaux sociaux, reste un journal où la plume est fondamentale. Et nous sommes dans l'ère de l'image, dans l'ère de la vidéosphère, comme dirait Régis Debray. On est passé de la graphosphère à la vidéosphère. Et je voulais vous demander, notamment à vous, Sylvain Tesson, si vous pensez que la presse écrite, l'écrit, a toujours sa place aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, de TikTok et d'Instagram. Et est-ce que vous pensez que la presse écrite va survivre ? Écoutez, moi, dans la société, je ne sais pas s'il a encore sa place. Il semblerait que l'écrit est fortement menacé. Mais dans ma petite citadelle intérieure à moi, il a la première. Et je voudrais d'ailleurs prolonger cette réponse en vous rappelant... Enfin, ça a été signalé dans le Figaro Histoire, le hors-série, le Figaro hors-série, par Mathilde Brézet, qui étudiait les rapports de Marcel Proust avec le Figaro, et qui se souvenait dans Albertine disparue de l'émotion de Proust, de l'émotion quasi érotique, plaisir solitaire, dit-il, quand il reçoit pour la première fois par le courrier du matin, il appelle ça le pain spirituel. Hegel parlait de la prière du matin. Marcel Proust a l'impression de recevoir des croissants chauds. Il parle du pain réchauffé, encore plein de l'humidité de l'encre. C'est le journal qu'il arrive le matin. Et soudain, il voit son nom à la une du Figaro avec l'article qu'il désespérait de voir publié. Il avait attendu plusieurs mois avant que la rédaction en chef consente à le publier. Et à ce moment-là, émotion immense. Il y a naturellement 45 pages sur cette émotion où il va chez la duchesse de Guermantes et il l'épie en train de lire le journal pour savoir si l'œil de la duchesse va tomber sur cet article. Et je voudrais d'ailleurs mettre votre sincérité, Alain Finkielkraut, à l'épreuve. Avouez que vous aussi, lors de la première fois que vous avez eu un article publié dans un journal et que vous l'avez tenu entre les mains, n'avez-vous pas eu un petit tressaillement coupable, un petit plaisir solitaire qui consistait à vous émouvoir de cette inscription physique et tangible de votre pensée ? Je ne parlerai pas de plaisir solitaire, mais j'avoue que ce tressaillement, je l'ai toujours. Je dois publier un article ou un entretien dans le Figaro. J'attends le journal avec impatience. Et en plus, quand je suis en appel de une, je suis extrêmement content. Mais extrêmement content, c'est merveilleux. Et après, je regarde, je vois si le dessin me convient, etc. Non, je ne suis pas à l'abri de ce narcissisme, je vous rassure. Alors, vous êtes tellement attaché au papier que vous n'avez pas de téléphone portable et que vous imprimez les mails qu'on vous envoie. Oui, absolument. Mais absolument. Je ne comprends rien à Internet. Et c'est donc mon épouse qui m'imprime les mails, même quand c'est Vincent... D'ailleurs, même le questionnaire aujourd'hui de Jean-Christophe Buisson, il m'a été imprimé. Je ne peux pas supporter les écrans. C'est très étrange d'ailleurs, parce que vous demandiez est-ce que l'écrit survivra, et il y a un avenir pour l'écrit dans la société d'Instagram, mais moi je dis, est-ce qu'il y a un avenir pour moi? Est-ce que j'appartiens pas à un monde exsangue, voire à un monde mort? Parce que je tapais à la machine, et l'arrivée des écrans m'a complètement affolé, et j'ai régressé. Donc je ne fais plus qu'écrire à la main, et je bénéficie d'Internet, mais par personne interposée. Mais pour revenir, justement, j'aime le papier. Ah oui, j'aimerais pas du tout lire sur mon téléphone portable les articles du Figaro, d'autant plus que c'est dommage, parce que quand vous lisez sur votre téléphone, vous choisissez ce que vous lisez. Alors que ce qui est beau aussi, c'est vrai, on a son cheminement, on va voir les pages débat, etc. Mais en même temps, on aime la surprise. Il y a des articles qui vous étonnent, auxquels vous ne vous attendez pas, et vous les découvrez. Et donc, ça, c'est aussi la merveille du papier. En plus, le papier, on peut souligner.
Alors, Permettez-moi de vous lire la phrase de Proust. Il découvre son article. Ce plaisir était un plaisir solitaire, vous voyez, c'est lui, intérieur, spirituel, que seul le papier pouvait me donner. Aurait-il éprouvé le même tressaillement en voyant pour la première fois son marcelproust.blog.fr? Pas sûr. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvain Tesson. on a parlé de Charles Péguy et je ne saurais trop vous conseiller de lire et de relire cet immense livre que vous avez écrit qui s'appelle Le Mets contemporain aux éditions Gallimard sur Charles Péguy. Tout est là. On a parlé aussi de Proust. Je vous propose qu'on parle un petit peu des grands écrivains qui vous ont précédé dans les colonnes du Figaro. Est-ce qu'il y en a dans cette longue liste qui va du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, des écrivains qui vous ont particulièrement séduit, marqué? Sylvain Tesson, vous avez évoqué tout à l'heure Kessel. On imagine bien que c'est plutôt le genre d'écrivain qui vous séduit. Oui, il y en a deux qui me frappent, c'est Kessel et Mauriac, pour des raisons naturellement tout à fait différentes, quoique à chaque fois il y a le recul, l'examen. Kessel faisait plus de reportages que Mauriac, quand même. Certainement, mais d'ailleurs Kessel avait inventé une sorte de stratagème éditorial qui consistait à aller chercher sa pâture et sa matière littéraire, et a décidé d'ailleurs que la condition humaine pouvait se comprendre et s'analyser pour peu qu'on assiste et qu'on décrive à une de ces manifestations, si possible assez violentes. Et en général, il transformait l'article en récit, le récit en nouvelle et la nouvelle en roman. C'était une sorte d'écologie du recyclage intellectuel. Il a beaucoup pratiqué ça, mais il y a dans certains de ses articles de reportages de guerre ou des reportages qu'il a donnés à Vladivostok au moment de la guerre civile entre les Rouges et les Blancs dans les années 1920 quand il est allé en Extrême-Orient. Il y a toujours des incipits qui commencent par la nécessité d'examiner. Il le dit même textuellement, c'est l'examen de l'œil. Et moi, je trouve ça assez un hommage rendu à l'art du reportage de considérer que l'examen sera supérieur à la volonté de faire correspondre le réel et ses convictions, quoi, pour aller vite. Je trouve ça très beau. Je préfère d'ailleurs la description que l'imprécation. Voilà pourquoi j'aime le reportage. Alors là où je me distingue profondément de Kessel et où mon admiration n'est pas du tout une adhésion, c'est que lui raconte que quand il écrit son reportage, il est pris par une espèce de fièvre. Il appelle ça l'être second, qui tout à coup en lui précipite la main sur le papier et lui permet d'écrire à toute vitesse son reportage. Presque l'écriture automatique de Breton, presque. Ouais, ben, j'aimerais bien le rencontrer, moi, mon être second qui écrirait automatiquement, parce que moi, c'est plutôt le pauvre être laborieux. Et puis alors, je vous parlais de Mauriac. Ce que je vais dire est évidemment très banal. Tout ce qu'on peut dire en regardant précisément celui qui surplombe toujours, sans jamais se tromper, et en émettant dans les convulsions entre le 1945 et sa mort, en émettant des considérations qui jamais ne sonnent faux, c'est absolument extraordinaire. Et je voudrais, si vous permettez, simplement pour saluer l'extraordinaire sens du diapason et de l'accord entre la pensée, l'indignation, l'émotion, la littérature et la justesse de l'opinion. J'aurais parlé d'un article que Mauriac a donné au Figaro à la Libération de Paris, un peu après, en septembre 1944, où il demande aux journalistes de faire leur examen de conscience. Ça me semble un article qui est fondamental dans l'époque que nous vivons, qui est une époque très ouverte aux anathèmes, aux condamnations morales, avec des lignes quasiment ecclésiastiques qui sont en train de s'opérer entre ceux qui appartiennent au camp du bien et ceux qui appartiennent au camp du mal. Enfin, on connaît cette espèce de considération de la politique comme une dogmatique religieuse. On ne l'aime pas. Tout à l'heure, Alain Finkielkraut disait qu'il y avait tout le temps une invitation de divergence au Figaro. C'est peut-être ça la définition de ce journal. C'est que on ne sait, quand on est dans le camp des conservateurs, on ne sait jamais très bien ce qu'on est. Et il y a 1000 définitions possibles.
il semblerait que quand on appartient au camp du progrès, on sache exactement qui on est. Pourquoi je parle de Mauriac? C'est parce que Mauriac demande aux journalistes de 1944 de réfléchir à ce qu'ils écrivaient pendant l'entre-deux-guerres. Et il a des mots très durs où il dit « nous avons une part de responsabilité ». Parce qu'il y a un moment où les mots finissent par tuer. Ça s'appelle les cibles dans le dos aujourd'hui. Quand on n'arrête pas de dire que les gens sont des fascistes, eh bien vient un moment où on leur colle une cible dans le dos. Alors Mauriac le dit évidemment dans d'autres situations et pour d'autres raisons, mais il me semble qu'aujourd'hui, ce caractère très imprécatoire d'une certaine presse qui ne fait pas tellement attention à ce qu'elle dit, parce que l'outrance est tellement agréable quand on fait le métier d'écrire. C'est quand même plus facile de verser dans l'insulte et l'anathème que de se contenter d'une espèce de nuance mauriacienne. Et Mauriac a ces mots: « Si naguère l'écrivain céda au plaisir de lancer ces injustices qui portaient loin et qui blessaient, eh bien le temps n'est plus à ces jeux cruels. » Alors voilà pourquoi j'aime Mauriac, parce que moi aussi j'ai une tentation de l'insulte et de l'imprécation, mais j'aime bien l'idée que parfois un grand prédécesseur me dise « attention aux jeux cruels ». Vincent, vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais simplement ajouter que pour un journaliste et un éditorialiste, Mauriac est le maître absolu dans la forme. S'il y a dans les gens qui nous écoutent et qui nous regardent des gens qui veulent devenir journalistes, il faut qu'ils lisent le bloc-notes de Mauriac. Et celui qui a perpétué cette forme, c'est Jacques Julliard, notamment dans son Carnet du Figaro. Et ça me permet de poser la question à Alain Finkielkraut, de savoir qui il choisirait comme maître, comme modèle ou comme admiration entre Mauriac et Aron, puisque c'était les deux éditorialistes qui officiaient ensemble au Figaro, et Mauriac était plus un écrivain et Aron un intellectuel. Où vous situez-vous entre les deux? Alors d'abord, je dirais, je les prends tous les deux. D'autant plus qu'il y a quelque chose de très paradoxal chez Mauriac. Vous parliez de l'opposition de l'éphémère et du durable. L'écrivain dans le durable, le journaliste dans l'éphémère. Le bloc-notes. C'est 3 volumes, je crois, dans la collection de points du Seuil. Et c'est 3 volumes extraordinaires. Et bizarrement, la postérité retient davantage aujourd'hui le Mauriac journaliste que le Mauriac romancier. Vous aviez d'ailleurs fait un réplique avec Étienne de Montetti et Xavier Patier sur le bloc-notes, la supériorité peut-être du bloc-notes sur les romans de Mauriac. Voilà, exactement, ce qui est tout à fait paradoxal. Et on le lit, donc il était au jour le jour et il a atteint, par cette prose au jour le jour, une certaine forme d'éternité. Et Raymond Aron. Alors Raymond Aron, c'est évidemment un journaliste exceptionnel, mais surtout je voudrais vous livrer une anecdote qu'il relate dans les mémoires. Il est jeune normalien. Il est invité en 1932 au ministère des Affaires étrangères, invité à faire ce qu'il appelle lui-même un laïus devant le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui s'appelait Joseph Paganon. Et le normalien qu'il était s'en est très bien tiré. Et une fois qu'il a eu fini, M. Paganon a pris la parole et voici ce qu'il a dit. La méditation est essentielle. Dès que je trouve quelques instants de loisir, je médite. Aussi, je vous suis obligé de m'avoir donné tant d'objets de méditation. C'était un laïus sur la situation en Allemagne. Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, dispose d'une autorité exceptionnelle. C'est un homme hors du commun. Il s'agissait d'Édouard Herriot. Mais vous qui m'avez si bien parlé d'Allemagne et des périls qui se lèvent à l'horizon, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Et Raymond Aron n'a jamais oublié cette question. Et donc dans tous ses articles, dans tous ses éditoriaux,
même quand il était critique, il se la posait. Et c'est une question, malheureusement, que nombre d'intervenants extérieurs, nombre d'observateurs ne se posent pas. Et ça me fait penser à ce merveilleux aphorisme de Nicolas Gomez d'Avila: l'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État à l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. Le radicalisme de l'inexpérience. Et voilà pour moi la grande leçon de Raymond Aron, à laquelle j'essaye moi-même, en quelque sorte, d'être fidèle. Et d'ailleurs, dans Le Cœur lourd, vous dites que vous avez beaucoup d'indulgence, voire de la compassion pour les politiques aujourd'hui quand Vincent vous pose la question. Ça, c'est une leçon d'Aron. Oui, c'est cette leçon-là. C'est une leçon d'Aron, mais c'est aussi le fait que leur marge de manœuvre est de plus en plus réduite, si vous voulez. Au nom, dès qu'un politique veut agir, le Conseil d'État s'en mêle, le Conseil constitutionnel, les cours européennes des droits de l'homme. Donc, non seulement je trouve qu'on leur demande beaucoup alors qu'ils ont un pouvoir de plus en plus faible. Et on vient de le voir. Ça, je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Le Conseil d'État autorise, contre l'avis du gouvernement, l'usage de l'écriture inclusive dans les textes officiels. Qui gouverne? C'est ça la question que je me pose. Et donc, voilà, d'où ma compassion actuelle pour les hommes politiques. Pas tous, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas non plus à la hauteur. Pour terminer l'émission, en un mot, Sylvain Tesson, Alain Finkielkraut, en quoi le Figaro, pour vous, illustre ce qu'est la France ou ce qu'est l'esprit français? On a parlé de cette capacité à accueillir des lignes qui se croisent, qui n'appartiennent pas toujours à une définition du conformisme. On a beaucoup évoqué l'idée qu'il y avait une différence entre l'expression parfois très radicale, parfois très affirmée, parfois très certaine, très convaincue d'une opinion. Mais c'est tout à fait différent d'affirmer les choses et de croire qu'elles tombent comme une espèce de parole sacrée venue des tribunes de l'Observatore Romane, quoi. Le Figaro n'est pas un journal ecclésiastique. Ce qui nous ramène à nouveau à Aron, et c'est peut-être là une réponse à votre question sur l'esprit français. Ce qu'on peut vraiment, la raison pour laquelle on peut remercier Aron d'être intervenu dans un journal, tout en n'y étant pas vraiment, puisque ça aussi, il faut féliciter sa capacité de choisir l'inconfort. Un peu philosophe, mais pas tout à fait, un peu journaliste, mais jamais complètement. C'est quand même merveilleux qu'il n'ait pas choisi le confort. C'est peut-être ça l'esprit français, c'est de rester toujours sur une espèce de crête inconfortable à l'égard de son statut et à l'égard de ses opinions et de leur expression. Vive l'inconfort de Raymond Aron. Et Raymond Aron est le premier à avoir détecté qu'il y avait dans la pensée progressiste quelque chose qui ressemblait à une dogmatique ecclésiastique. Nous étions là dans une église. Il a même dit un mot, dans l'Opium des intellectuels, il commence par cette phrase superbe: j'ai rencontré 3 mots sacrés: révolution, prolétariat, gauche. Eh bien, il est possible que le Figaro et l'esprit français, et c'est peut-être pour ça que moi j'ai une affection pour ce journal, aime le sacré là où il est, c'est-à-dire dans les choses éternelles qui demeurent et qui sont belles, mais ne met pas le sacré là où il n'est pas, c'est-à-dire dans le pauvre petit tripatouillage de la société des hommes. Merci beaucoup Sylvain Tesson. On va en terminer là sur ces belles formules. Merci, merci à vous. Merci Alain Finkielkraut. Je signale la sortie de ce livre très important, Le Cœur lourd, aux éditions Gallimard, la semaine prochaine. Un autoportrait intime et intellectuel réalisé avec la complicité de Vincent Trémollet de Villers, que je remercie aussi, ainsi qu'Eugénie Bastier. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club, le Figaro Culture, où on parlera encore de Proust, puisque je recevrai la pianiste Chani Di Luca, qui a sorti notamment le Proust album il y a quelques